Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier webinaire consacré au compte personnel de formation et organisé par la NFH Hauts-de-France. Donc, je suis Vincent Cibois du cabinet Boumendil, donc consultant juriste et formateur sur notamment tous les politiques publiques et les politiques des employeurs dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. Et donc, je laisse tout de suite la parole du coup aux deux délégués du coup de la NFH. Ah, ah, ah. Oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire, hein. Et pour certains d'avoir pu suivre l'ensemble des webinaires et peut-être par la suite les ateliers, hein, qui vont vous être proposés. Donc, ce webinaire du numéro 3 donc, a une vertu plus opérationnelle puisqu'il vise à vous donner des éclairages sur l'instauration d'une politique CPF en articulation avec les pratiques RH de l'établissement. Donc, il y aura dans ce troisième webinaire un certain nombre d'illustrations qui peuvent guider la réflexion au sein de votre établissement sur la manière donc d'avancer sur le sujet. Euh, voilà, donc on est sur le même format d'une heure. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, merci de fermer votre caméra. On a effectivement des demandes par la suite de replay de ces webinaires, donc c'est intéressant effectivement d'avoir pu envoyer donc les éléments aux établissements qui n'ont pas pu participer. Je vous souhaite ainsi que Nathalie Richet un bon moment pour ce troisième webinaire numéro 3 et on reviendra donc à la conclusion de ce troisième webinaire sur vos questions. N'hésitez pas à les écrire sur l'espace conversation de sorte à les reprendre et puis par la suite donc évoquer les ateliers qui vous seront proposés en reprise donc des questionnements qui ont émaillé aussi donc les trois webinaires. Voilà. Je vous donne la main, Vincent. Alors c'est parti. Du coup, donc, pour ce troisième webinaire, on va être. Alors je fais juste une petite manipulation en attendant. Hop, voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous de nouveau. Donc, pour ce troisième webinaire, on a vraiment été focalisé sur l'articulation entre le déploiement de ce nouveau dispositif de formation et vos pratiques RH, vos politiques RH, et comment intégrer ce nouveau dispositif dans vos process, dans vos pratiques RH telles qu'elles existent, sans forcément tout changer. On est sur un dispositif qui s'ajoute à ce qui reste aujourd'hui, qui ne va pas révolutionner non plus vos pratiques RH. Et donc, c'est comment l'intégrer de manière intelligente et opérationnelle dans vos pratiques, dans vos process RH tels qu'ils existent aujourd'hui, même si le CPF, hein, avec notamment cette notion de projet d'évolution professionnelle sur lesquels on est revenu dans des deux précédents webinaires, même si ce CPF introduit du coup des nouvelles notions et on va essayer de voir du coup comment on se sert aussi de ce nouveau dispositif pour potentiellement développer votre politique RH. N'hésitez pas du coup durant ce webinaire d'une heure et quart, en général on prend un peu plus de temps que prévu pour poser vos questions dans le chat qui s'affiche en haut ou en bas de votre écran en fonction des versions que vous avez sur votre navigateur Internet. Posez vos questions, on y reviendra en fin de webinaire pour justement pouvoir y répondre le plus en détail possible. Et puis, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y aura donc des ateliers d'analyse, d'échange de pratiques qui sont du coup proposés et qui seront organisés fin juin, début juillet, en complément de ces trois webinaires. Donc, au niveau du compte personnel de formation, peut-être faire un petit tour d'horizon peut-être sur le CPF, revenir sur quelques notions clés au niveau du compte personnel de formation dans le secteur public, dans la fonction publique, sur les trois versants. C'est le même CPF dont on parle. Peut-être revenir sur ces premières notions avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Donc, peut-être rappeler que ce sont des droits dédiés à la formation qui sont acquis au titre de l'activité professionnelle exercée par tout à chacun, par tout agent,
Ces droits, donc, ils sont universels, ils concernent l'ensemble des actifs de France, peu importe son secteur d'activité, qu'il appartienne au secteur privé, indépendant ou de la fonction publique. Et du coup, ils sont portables et convertibles, c'est-à-dire qu'ils sont portables d'employeur en employeur si on change d'employeur dans le même secteur, mais si également on change d'employeur si on va du secteur privé au secteur public et inversement, voire éventuellement si on devient infirmier par exemple libéral, eh ben, on emporte nos droits avec nous dans notre nouvelle activité. Et comme le CPF dans le secteur privé, notamment donc tout ce qui va être indépendant et secteur privé, a été monétisé, puisque vous le savez, il est passé en euros, ce qui pose parfois beaucoup de questions d'interrogation. Donc, du coup, ces droits, comme ils sont portables, ils sont également convertibles. Et au moment de la mobilisation des droits qu'on aurait éventuellement acquis dans le secteur privé, qu'on souhaite mobiliser dans le secteur public, dans notre nouvelle activité, eh ben, on va engager la conversion au moment de la mobilisation. Il est inutile de le faire avant et il est inutile de le faire dès maintenant. Il suffira simplement de le faire au moment de la mobilisation, quand on a un projet de formation, quand on a un projet d'évolution professionnelle. L'agent, du coup, convertit ses droits et ça lui permet de voir justement son solde d'heures CPF qu'il peut mobiliser dans le cadre d'un CPF dans la fonction publique. Le deuxième principe, c'est qu'il est à l'initiative des agents et donc du coup, on ne peut pas forcer, entre guillemets, l'agent à mobiliser son CPF. La décision de mobiliser son CPF lui revient, le dernier accord lui revient, charge à lui du coup d'accepter ou de refuser son CPF. Alors, si en cas de refus, ça peut potentiellement également lui permettre de ne pas accéder à certains fonds, notamment le FMEP et le FQCPF, qui sont deux fonds mutualisés et gérés par la NFH. S'il ne souhaite pas mobiliser son CPF, il n'a pas accès à ces fonds. Donc, ça revient d'une décision de l'agent, mais il peut toujours accepter ou refuser. Et on est bien sur une action de formation, on est sur du temps dédié à une action de formation, on n'est pas sur un temps comme un compte épargne-temps que l'on pourrait prendre éventuellement, soit pour des récup ou éventuellement réfléchir à son projet. Il faut bien l'attacher à une action de formation pour laquelle, qui permet en fait de réaliser ou de mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle et pour lesquels la réglementation encadre 4 priorités de mobilisation qui sont donc la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. Donc là, on est vraiment en amont d'une inaptitude qui risque d'arriver potentiellement si la personne reste dans le même métier, dans le même secteur, dans la même activité. Les formations pour acquérir le socle de connaissances et de compétences. Donc là, ce sont les compétences clés. Vous avez le compétences clés qui est développé par la NFH ou le certificat CLEA dans le secteur privé. La validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, et puis tout ce qui va être préparation au concours et examen, puisque là, on est bien sur un projet d'évolution professionnelle quand on prépare un concours et un examen. Dernière notion à rappeler, on est bien sur une demande écrite de l'agent, puisque c'est normalement à son initiative, alors qui peut être accompagné pour choisir sa bonne formation, pour l'éclairer éventuellement dans le choix de son projet d'évolution professionnelle, dans les conditions éventuellement de faisabilité. Mais en tout cas, on est bien sur une demande écrite de l'agent, et donc il faudra bien recueillir son consentement écrit, comme quoi il est bien d'accord pour mobiliser les droits CPF, qui sont ses droits personnels. On est bien sur un compte personnel de formation, même si c'est des droits plutôt d'initiative personnelle, on est quand même sur des droits personnels, et selon du coup la procédure et la politique, comme vous le savez, sur laquelle on est revenu notamment lors du webinaire numéro 2, selon la politique et procédure telle que définie dans l'établissement, avec potentiellement, éventuellement, une enveloppe financière dédiée au compte personnel de formation dans le cadre de votre plan de formation, pourquoi pas au niveau de l'établissement. Et donc, l'employeur public se retrouve véritablement au cœur du compte personnel de formation, en première ligne, puisqu'il doit mettre en place une procédure qui permettra à l'agent, du coup, de demander la mobilisation de son compte personnel de formation et éventuellement de demander la mobilisation pour un projet d'évolution professionnelle ou éventuellement avoir recours au FQCPF, au FMEP et au plan de formation. Également une politique CPF, alors qui n'est qu'un paragraphe de votre politique formation, qui est un élément constitutif de votre politique formation. On ne va pas recréer une politique CPF en plus de votre politique formation, mais c'est vraiment intégrer le CPF dans votre politique formation. Et derrière politique CPF,
on entend surtout vos priorités, qu'est-ce que vous souhaitez financer, qu'est-ce que vous ne souhaitez éventuellement pas financer. Alors, on pense souvent aux formations de type permis de conduire, hein. Je sais que certains d'entre vous ont beaucoup de questions là-dessus, et certains établissements ne souhaitent absolument pas financer, par exemple, des permis de conduire. D'autres seront OK. C'est vraiment ce travail-là qu'il va falloir définir au niveau de l'établissement. Qu'est-ce que je souhaite financer et jusqu'où je le finance, notamment en termes de financement. Qu'est-ce que je finance? Est-ce que c'est uniquement les droits acquis qui sont inscrits au niveau du compteur CPF de l'agent? Est-ce que je vais éventuellement au-delà des droits acquis qui va me permettre du coup de sécuriser le parcours de formation si j'ai un agent qui souhaite éventuellement faire par exemple un DU de 400 heures et son compteur n'affiche que 150 heures, il est au plafond de son compteur, comment je finance les 250 heures restantes? Est-ce que c'est à lui de le financer parce que c'est son projet d'évolution professionnelle? Est-ce que c'est vous, en tant qu'établissement, qui souhaitez éventuellement financer les 250 heures restantes et comment, du coup, vous les valorisez au titre de votre investissement dans la formation de vos agents? Et le CPF va permettre de pouvoir organiser aussi cette valorisation de tout votre financement de la formation, de votre plan de formation, en disant, par exemple, à l'agent, vous n'aviez que 150 heures et donc vous n'aviez que droit à 150 heures inscrites au titre de votre compteur CPF. Et bien moi, parce que ce projet m'intéresse, parce que je souhaite fidéliser vos compétences et je souhaite que vous restiez dans l'établissement ou éventuellement autre type de motif RH, et c'est là qu'on va rentrer du coup justement dans l'articulation avec votre politique RH, peu importe le motif qu'on va y mettre derrière, et bien on va dire à l'agent, on rajoute 250 heures auxquelles potentiellement vous n'aviez pas droit parce que votre compteur n'affiche que 150 heures, mais on va rajouter 250 heures pour couvrir l'entièreté du temps de la formation et ça va permettre du coup de sécuriser le départ en formation. D'autres établissements prendront une autre politique CPF en disant on ne finance que les droits acquis et donc potentiellement que les 150 heures du compteur. Charge à l'argent parce que le projet ne m'intéresse pas en tant qu'établissement, charge à l'agent finalement de financer les 250 heures restantes. Et là, vous voyez qu'on est sur un autre type de politique et vous voyez que potentiellement, il y a d'autres enjeux RH qui peuvent du coup s'adosser derrière ce type de politique. Mais une fois qu'on a défini la procédure et la politique, il s'agit du coup de communiquer auprès des agents pour qu'ils puissent justement savoir ce qui est potentiellement finançable, ce qui n'est pas finançable par l'établissement, et puis comment du coup on mobilise les droits CPF. Et pour vous accompagner justement au niveau du déploiement du CPF et cette notion de projet d'évolution professionnelle, on a donc deux mécanismes d'accompagnement qui sont donc le conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui se met en place dans la fonction publique et notamment la fonction publique hospitalière à travers des conseillers en évolution professionnelle qui ont été formés ou qui sont en cours de formation, que ce soit dans certains établissements, mais également à la NFH, et l'entretien professionnel qui se met en place dans la fonction publique depuis cette année. Et donc, vous voyez, tout ça, l'idée, c'est vraiment de l'articuler, ça va être le cœur de notre webinaire aujourd'hui, de l'articuler avec votre politique RH, votre GPMC éventuellement si vous êtes en cours ou si vous avez déjà mis en place la GPMC dans votre établissement ou éventuellement une cartographie des compétences, des métiers à l'échelle du GHT, pourquoi pas, votre projet de soins, votre projet de service, finalement, quels sont les projets des agents, les projets d'évolution professionnelle à l'initiative des agents qui pourraient vous intéresser et comment finalement on fait cette rencontre. Et donc, dans cette rencontre, il y a des marges de négociation potentiellement à ajuster et donc à trouver pour organiser ce départ en formation et qui permettent du coup de remplir l'intérêt de chacune des parties et l'agent et vous en tant qu'établissement. Et donc, l'entretien professionnel, j'en parlais et j'arrêterai du coup l'introduction. L'entretien professionnel qui se développe depuis cette année dans la fonction publique, vous voyez, il y a un certain nombre de points à développer lors de l'entretien pro, notamment l'expérience professionnelle, la manière de servir, l'atteinte des objectifs, les besoins de formation, mais aussi les souhaits et perspectives d'évolution professionnelle. Et vous voyez que derrière ça, on peut parler d'évolution de mission, d'affectation, de mobilité, de reconversion, de création éventuellement d'activités par ailleurs si l'agent souhaite éventuellement se mettre en disponibilité et créer une entreprise, pourquoi pas. C'est tous ces enjeux du coup là qui affectent le plan RH qui vont être justement dialoguer dans le cadre de l'entretien professionnel. Et le dernier point dans le cadre de l'entretien professionnel qui est abordé, c'est justement le CPF, puisque vous devez, en tout
cas, la personne qui est en charge de l'entretien professionnel doit du coup informer l'agent sur les conditions d'alimentation de son CPF, mais également les conditions de mobilisation de son CPF. Et d'où l'intérêt justement d'avoir cette connaissance au niveau du personnel encadrant ou éventuellement des fonctions support qui mettent en place l'entretien professionnel, d'où l'importance d'avoir justement la connaissance du dispositif, mais aussi d'avoir au niveau de l'établissement commencé à réfléchir comment concrètement il pouvait se mettre en place. Et donc, à travers ce webinaire, on va vous proposer des cas pratiques, à la fois des cas pratiques de demande d'agents, qui sont des cas réels, issus du terrain, de différentes délégations, que ce soit en Hauts-de-France, mais pas que en Hauts-de-France, pour vous permettre justement d'illustrer et de commencer à réfléchir sur quelles sont les demandes qui pourraient arriver des agents, mais aussi des exemples, des illustrations et des cas pratiques de certains établissements qui ont commencé à travailler et à mettre en place une politique CPF. Et donc, on vous fournira du coup un certain nombre d'exemples qui vous donneront un peu plus de matière pour initier ce travail. Alors, peut-être un sondage pour commencer. Je vais vous donner la parole à travers un sondage et je vous propose du coup de remplir ce sondage sur les interrogations ou les sollicitations éventuellement de vos agents concernant le CPF aujourd'hui. Quelles sont-elles? Est-ce que vous êtes sollicité sur les conditions d'éligibilité, sur les droits qui sont possibles, l'alimentation éventuellement du CPF, les conditions, les modalités opérationnelles de mise en place, la mobilisation du CPF une fois qu'on a des droits, le financement des droits, l'application ou le nouveau site internet moncompteformation.gouv.fr sur lequel on va pouvoir consulter tout à chacun ces droits que l'on a acquis au titre du CPF, ou d'ailleurs éventuellement la portabilité entre les secteurs privés et publics, puisque le secteur privé, comme vous le savez, les droits ont été monétisés en euros, du coup, alors que le secteur public, on est toujours sur des droits en heures et qui, à moyen court terme, ne changeront pas. On sera toujours, a priori, sur un système en euros, sauf éventuellement à réformer finalement le système de formation de la fonction publique. Et là, pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et donc, du coup, pour le moment, en tout cas dans les prochaines années, on restera sur un CPF en heures. Donc, je vous propose de garder encore quelques secondes pour choisir, et vous avez un choix multiple, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Quelques secondes pour remplir ce sondage. Nous, ça nous permet d'avoir aussi une tonalité, même si on est beaucoup interrogé et la délégation NFH est beaucoup sollicitée en ce moment, notamment à travers la communication qui est faite dans le secteur privé, est beaucoup sollicité sur des questions très précises, mais ça nous permet d'avoir un petit peu le pouls un peu des différents établissements qui sont présents autour de ce webinaire pour voir un peu les sollicitations des agents. Allez, je mets fin au sondage dans 3 secondes. Allez, terminé. Donc, 75% de répondants. Et au niveau des questions, des sollicitations des agents, donc 78% répondent la mobilisation du coup des droits CPF, je vous les affiche, et 63% concernent justement le financement concrètement des droits CPF, comment ils sont financés au niveau du financement, soit de l'employeur, soit éventuellement de la NFH et de l'OPCA. Alors, j'arrête le partage et je poursuis ce webinaire. N'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat si éventuellement il y avait d'autres sollicitations qu'on n'aurait éventuellement pas proposées lors de ce sondage. Donc, au niveau du CPF, la manière dont on le conçoit, en tout cas au niveau de la NFH et nous en tant qu'accompagnateurs, on le conçoit en tout cas comme un véritable outil au service de la GPMC et au service de la politique RH de l'établissement. Pourquoi? Parce que si vous avez un agent qui va souhaiter du coup mobiliser son CPF au sein de votre établissement, comme vous êtes en première ligne, c'est vous qui allez répondre. On n'est pas sur un système des intermédiaires et ce n'est pas à lui d'aller directement toper auprès de la porte de la NFH. C'est vous qui êtes en première ligne et donc la demande va arriver chez vous au niveau de l'établissement. Et donc là, il y a un intérêt à trouver entre finalement le projet de l'agent qui va souhaiter mobiliser son CPF dans le cadre de son projet d'évolution professionnelle,
qui parfois n'est pas du tout en corrélation avec les projets d'établissement, hein, ça peut être d'ailleurs une sortie de l'établissement, pourquoi pas, mais ça peut être aussi en corrélation avec les intérêts et les projets de l'établissement. Alors que ce soit d'une manière positive ou négative, en tout cas, il y a un intérêt à trouver, et c'est vraiment ça, c'est vraiment sur ce point-là, sur ce point de rencontre, que l'on va du coup réfléchir sur votre politique CPF. Et derrière le CPF, alors on peut le voir effectivement comme un dispositif de formation, un dispositif financier supplémentaire qui va permettre du coup de financer de la formation professionnelle. Mais comme on le voit depuis tout à l'heure, le CPF, c'est pour un projet d'évolution professionnelle et donc va potentiellement faire appel à d'autres thématiques, d'autres outils au niveau de votre politique RH au niveau de l'établissement, et dont notamment potentiellement le conseil en évolution professionnelle qui va permettre du coup à l'agent de réfléchir au bon projet d'évolution professionnelle et au choix de la bonne formation qui permettra du coup de réaliser son projet d'évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle dans les prochaines années, et d'autant plus dans ce mouvement d'individualisation des droits de la formation, va prendre de l'ampleur là-dessus, que ce soit dans le secteur privé, mais aussi dans la fonction publique. Il va prendre de l'ampleur avec les souhaits justement de mobilité des agents, de transition professionnelle, d'évolution professionnelle, mais aussi potentiellement de maintien dans l'emploi. Ça peut être éventuellement un projet d'évolution professionnelle, de se maintenir dans l'emploi et éventuellement d'éviter une situation d'inaptitude. On est bien dans une sécurisation de l'emploi, dans une sécurisation du parcours professionnel, et donc ce peut être du coup aussi une vocation qui est éligible au compte personnel de formation. Derrière ces thématiques RH, d'évolution, de mobilité, etc., ça va vous permettre, vous, au niveau de l'établissement, d'avoir une gestion des carrières, de savoir justement quelles sont les aspirations, justement, les appétences en termes d'évolution professionnelle de vos agents. Et c'est ça aussi à quoi sert l'entretien professionnel, c'est d'avoir une cartographie justement des aspirations et des évolutions professionnelles de vos agents pour que vous, derrière, vous puissiez du coup ajuster les carrières, mais aussi potentiellement vos fiches de poste et la cartographie des compétences et des métiers dont vous aurez potentiellement besoin d'ici 2, 5, 10 ans, éventuellement au niveau de l'établissement, voire même à court terme d'ici l'année prochaine si un agent souhaite éventuellement évoluer ou partir de l'établissement. Et donc, à partir de cela, ça va vous permettre du coup d'avoir de la visibilité et d'anticiper des éventuels recrutements et donc de travailler, pourquoi pas, sur l'attractivité du coup de votre établissement. Derrière également toutes ces aspirations d'évolution professionnelle, de transition, de reconversion, on a également potentiellement des causalités d'usure professionnelle, de qualité de vie au travail, d'absentéisme, éventuellement d'inaptitude, de handicap. Et donc, ces signaux qu'on va repérer lors de l'entretien professionnel et à travers notamment la mobilisation du CPF dans le cadre des projets d'évolution professionnelle, ça va nous permettre éventuellement d'anticiper des cas d'absentéisme, de handicap, pourquoi pas, éventuellement du coup d'inaptitude, si on est en prévention de l'inaptitude, de la gestion également de la seconde partie de carrière ou des fins de carrière. Et donc, c'est vraiment cet outil d'entretien professionnel qui va nous permettre d'aller plus finement sur ces enjeux RH derrière au niveau de l'établissement, dans lequel également on peut greffer au niveau du CPF toute la partie également socle de connaissances et de compétences, les compétences clés, le français, apprendre à apprendre, savoir compter, lire, écrire, l'informatique également, autant de compétences qui font partie de ce socle de connaissances et de compétences et qui sont du coup proposées par la NFH au titre des 4C, des compétences clés sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et donc, il y a un enjeu également d'accompagnement des encadrants dans le cadre du déploiement du CPF, mais aussi surtout des entretiens professionnels. Et vous voyez que finalement, quand on dresse un peu ce panorama des différents sujets et thématiques RH, on retrouve en fait notre GPMC avec les enjeux de compétences, de ressources humaines et de métiers et des emplois. Et donc tout cela, ça demande du coup effectivement plutôt une anticipation qu'une réaction une fois qu'on est devant le fait accompli. Une situation d'inaptitude, on sait que c'est difficile à gérer, notamment pour former la personne, même si maintenant, avec la réforme, la transformation de la fonction publique, il y a des solutions qui se mettent en place, mais on sait que ce n'est pas forcément évident. Et donc, l'idée du compte personnel de formation, c'est vraiment d'anticiper et d'être un outil de pilotage de l'organisation RH et de pouvoir justement recenser les projets
d'évolution professionnelle en lien avec l'entretien pro et de pouvoir du coup anticiper dans potentiellement l'établissement, mais pourquoi pas à l'échelle du GHT ou du territoire. On le verra tout à l'heure à travers certains exemples de politique CPF. Certains établissements se sont regroupés pour justement travailler ensemble sur une politique RH, une politique CPF à l'échelle du GHT, pourquoi pas. Et donc, finalement, il y a deux manières de voir le CPF. Il y a deux questions qui vont se poser. L'une qui va être plutôt RH. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos établissements, les dispositifs qui existent, est-ce qu'ils permettent d'apporter tous une réponse RH à l'agent et ou à l'établissement? Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les trous dans la raquette qui ne permettraient pas justement d'apporter des solutions RH? Et c'est en ça que du coup, le compte personnel de formation, grâce à sa nouveauté, et comme on travaille sur le projet d'évolution professionnelle, mais financé ou cofinancé par l'employeur, on peut intégrer également du coup à la fois du projet d'établissement et du coup le projet de l'agent, et donc potentiellement anticiper des ruptures ou des situations d'inaptitude, pourquoi pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de le travailler avec une élaboration des tendances sur les évolutions des métiers, éventuellement de votre GPAMC, du projet d'établissement, si on crée, si on ferme éventuellement des services, si on évolue en termes de politique, en termes de pratique de soins, comment l'anticiper avec la formation et comment l'associer avec éventuellement des souhaits d'évolution professionnelle. Alors, on va vous citer un exemple tout à l'heure, un cas pratique, notamment sur des techniques de sophrologie. Comment les intégrer si éventuellement vous souhaitez les reconnaître, vous, dans votre projet de soins demain, pourquoi pas. Le faire éventuellement en prenant en compte l'attractivité de vos métiers et la fidélisation RH. On sait que dans la fonction publique, il y a tout un travail d'attractivité sur certains métiers dans la fonction publique hospitalière. La formation, potentiellement, peut être un levier d'attractivité dans le sens où, dans la fonction publique hospitalière, contrairement aux autres fonctions publiques et au secteur privé, il y a un avantage social qui est très fort, qui est la formation. Vous cotisez davantage et on peut se reconvertir plusieurs fois dans la fonction publique. On peut se former beaucoup de fois dans la fonction publique, comparativement au secteur privé qui peut-être potentiellement, et c'est encore à discuter, peut rémunérer davantage, il peut être plus attractif sur certains sujets, mais sur d'autres, il est beaucoup moins attractif. Et la formation, il est beaucoup moins attractif. Et donc, il y a un enjeu, du coup, à travers ce CPF, de travailler sur justement tous ces sujets RH et potentiellement en travaillant avec vos représentants du personnel. La formation est un sujet en général qui se passe plutôt bien en termes de négociation. Alors, le CPF, il n'y a qu'une consultation à faire au niveau de la politique formation, même puisque la politique formation, c'est une consultation. En revanche, comme c'est nouveau, la plupart des établissements ont fait un travail sous forme de groupe de travail, d'ateliers un peu informels, sans que ça tombe dans un volet de négociation, mais en tout cas de groupe de travail informel, en associant les représentants du personnel pour travailler ensemble sur ce que pourrait être le CPF dans l'établissement ou ce que ne pourrait pas être le CPF et jusqu'où on va, quel type d'enveloppe on met, etc. Et l'autre question qui se pose finalement, c'est est-ce que le plan de formation tel qu'il existe aujourd'hui dans votre établissement, est-ce qu'il permet finalement de financer, de satisfaire toutes les demandes de formation ? Et là, le CPF peut être un outil du coup d'optimisation du budget formation en allant justement chercher et capter les fonds mutualisés de l'ANFH, notamment donc le FMEP pour les études promo et le FQCPF pour des certifications qui sont inscrites à l'inventaire ou au RNCP, en tout cas qui sont inférieures ou égales au niveau 6, donc c'est-à-dire licence professionnelle, Bac plus 3. Les compétences clés, on en parlait tout à l'heure, sont également éligibles au FQCPF à partir du moment où le projet d'évolution professionnelle de l'agent doit se réaliser au bénéfice de la fonction publique hospitalière. On est sur de l'argent mutualisé des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des établissements en tout cas adhérents à la NFH, et donc ça doit servir à la fonction publique hospitalière. Et donc, le projet d'évolution professionnelle ne seront financés que sur le FQCPF, que des projets d'évolution professionnelle en lien avec la FPH. Attention, ne sont pas financés notamment les DU, les masters, les doctorats et un certain nombre de formations telles que les permis de conduire, etc. Vous avez une liste qui est disponible sur le site de la NFH.
Également potentiellement mobilisable au niveau du CPF, c'est le plan d'action régional, avec notamment Recopro ou également tout ce qui va permettre de prévenir les situations d'inaptitude, pour lequel d'ailleurs vous avez des webinaires qui sont également organisés par la délégation Hauts-de-France en parallèle. Ça peut être également une autre manière de voir l'investissement financier et la valorisation financière, c'est comment on valorise justement tout l'argent qu'on met, qu'on dépense dans la formation, dans l'établissement, au niveau de la fonction publique hospitalière. Vous avez des plans de formation avec une contribution de 1,6 qui est bien plus importante que dans le privé. Et des fois, la formation peut être vue de manière un peu automatique. Des fois, elle est acceptée de manière un peu automatique. Ça peut être une doctrine éventuellement de l'établissement. L'idée, c'est potentiellement avec le CPF, c'est de ne plus forcément aller sur de l'automatisation et de se dire comment j'accompagne les agents à demander une formation en lien avec leur carrière, leur évolution professionnelle, leur gestion de carrière, leur parcours, leur trajectoire professionnelle, et comment ils inscrivent en fait cette formation dans leur trajectoire. Et comment, du coup, on permet du coup aux agents de réfléchir à ce qu'ils seront, ce qu'ils souhaitent faire d'ici 5 ans, 10 ans, même d'ici 2-3 ans, pourquoi pas. Et donc, comment la formation permet justement cette évolution professionnelle, cette reconversion professionnelle, cette mobilité, etc. Et c'est en ça que du coup que le CPF va être nouveau et va permettre justement d'accompagner cette nouvelle notion d'évolution professionnelle qui est proposée dans le cadre de l'entretien professionnel. Et à travers en fait cette double entrée, finalement, on est bien du coup sur un projet partagé entre l'agent, mais aussi du coup l'établissement au travers de son projet d'établissement, sa politique de soins de service, sa GPMC sur l'évolution des compétences et des métiers au sein de sa structure, et donc du coup la politique RH et bien évidemment la politique formation qui va irriguer l'ensemble et qui va être au service du coup de la GPMC, de la politique de soins, du projet d'établissement. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler tout ça de concert pour ne pas être en réaction à des demandes de formation qui ne seraient pas forcément liées à un projet d'évolution professionnelle, mais du coup de l'anticiper et de se dire, mon établissement, dans 5 ans, 10 ans, voilà l'évolution également des métiers, des compétences, et comment j'accompagne ce changement, au regard également des projets que m'auront éventuellement soumis et des évolutions, des souhaits d'évolution, des appétences que auraient éventuellement fait remonter les différents agents de l'établissement. Et pour vous donner des illustrations, donc on va vous proposer quelques illustrations à la fois d'agents, mais également du coup d'établissements sur leur politique formation et sur leur politique CPF. Donc, si on prend quelques cas pratiques, par exemple, donc on a un agent du coup ici qui a des agents de catégorie C, qui souhaite évoluer et changer de métier puisque en fait il est un peu fatigué, lassé par son quotidien professionnel. Il a du coup eu quelques arrêts de travail ces dernières années. Il a du coup en parallèle fait appel à un conseiller en évolution professionnelle qui lui a permis de faire le point sur son historique, ses compétences et éventuellement ses aspirations. Et du coup, l'agent vous propose du coup et souhaite évoluer sur un poste d'assistant médico-administratif. Et pour ce faire, donc, il a repéré une formation donc, de 420 heures d'AMA à côté de son domicile. Et en plus, il a vu du coup le médecin du travail qui a fait un avis en disant que potentiellement ce projet de reconversion pourrait permettre à l'agent d'éviter une potentielle situation d'inaptitude au regard notamment de ses arrêts consécutifs, du fait qu'effectivement il exprime un mal-être quelque part au niveau de son travail, de son quotidien professionnel. Et donc son projet du coup de reconversion permettrait de prévenir une situation d'inaptitude. Et donc, pour lequel il aurait un abondement automatique, ça c'est réglementairement encadré. Si c'est validé par un avis du médecin du travail, potentiellement, du coup, il a un abondement automatique de 150 heures pour prévenir la situation d'inaptitude. Et sur son CPF, il a déjà 150 heures, il est déjà à son plafond. Donc, ce qui lui fait un potentiel de droits, à la fois des droits acquis, mais également des droits potentiellement mobilisables. Et ça lui fait un solde en tout de 300 heures pour une formation de 420 heures. Là, vous voyez qu'à travers ce cas pratique, on va du coup être dans une politique RH de prévention de l'inaptitude et d'arriver avant
d'avoir une situation d'inaptitude et on sait, voilà, les situations d'inaptitude, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas forcément évidentes du coup à gérer par la suite. Là, ça nous permet justement d'anticiper l'inaptitude professionnelle, d'améliorer du coup la qualité de vie au travail de l'agent, du coup de sécuriser son emploi et de le fidéliser si on a un poste qui est éventuellement disponible ou qui va être disponible dans un temps prochain au niveau de l'établissement. Ça va permettre aussi de sécuriser son emploi, d'envisager du coup sainement, enfin, de manière un peu plus apaisée sa seconde partie de carrière. Et d'un point de vue du coup financier, si on associe encore une fois le RH au financier, bah là, typiquement, c'est une formation qui est prioritaire au niveau du financement sur le FQCPF de la NFH. On est sur un agent de catégorie C, on est sur un titre pro du coup AMA, et donc là typiquement on est bien sur une formation reconnue qui est de mémoire de niveau 4 et donc qui est bien inscrit au répertoire et qui est bien prioritaire au niveau du FQCPF. Ce qui permet du coup au niveau du plan de formation de n'avoir rien à débourser entre guillemets, dans le sens où à partir du moment où c'est financé sur le FQCPF, la NFH financera l'ensemble des coûts pédagogiques avec éventuellement du coup, peu importe finalement le nombre d'heures que l'agent aura sur son compteur. La NFH va financer l'entièreté de la formation. Et donc, ça va sécuriser du coup le départ en formation de l'agent pendant le temps de travail. Donc, il y aura la rémunération également. Mais en tout cas, la NFH prendra en charge 100% du coup de la formation. Et donc, ça permet du coup d'optimiser son plan de formation sur ce premier exemple. Sur le deuxième exemple, on est également donc, sur un agent de catégorie C, donc qui a 15 ans de métier, qui aujourd'hui, elle a un CAP maintenance et hygiène des locaux et un baccalauréat professionnel hygiène et environnement. Régulièrement, du coup, par rapport à son métier, elle réalise certaines tâches d'assistance à la vie quotidienne afin d'aider ses collègues, notamment aides-soignants. Elle a pris goût à cette fonction et souhaite du coup poursuivre et se former du coup sur un métier d'auxiliaire aux actes de la vie quotidienne. Cette fonction aujourd'hui est exercée du coup par une personne qui est référent usager mais qui part à la retraite d'ici 2 ans. Elle a repéré du coup une formation qui commence en septembre et qui a lieu en 2 sessions, en septembre et en décembre, donc d'agents auxiliaires dans les actes de la vie quotidienne, qui est inscrite au répertoire spécifique et l'ancien inter, qui est reconnu par l'État, qui est donc de 2 fois 35 heures, 70 heures au total. Et elle vous fait une demande d'utilisation du CPF en dehors du temps de travail sur ces jours de congé, parce que l'agent se dit potentiellement, je maximise mes chances. On est sur 70 heures, donc ce n'est pas très compliqué pour moi de m'organiser éventuellement pour suivre la formation. Et ce, d'autant plus que c'est une formation qui n'intéresserait peut-être pas l'établissement. En tout cas, c'est elle qui se dit ça, en tout cas dans un prime abord. Et donc, elle se dit, je vais demander à mon établissement que les coûts pédagogiques à hauteur de 2 050 euros. Vous voyez que sur ce type d'exemple, qui est un exemple réel, on est sur de l'anticipation de la seconde partie de carrière. On est potentiellement sur un développement des compétences, mais aussi sur une fidélisation des compétences dans l'établissement en lien avec les besoins en compétences de l'établissement. Et là, on retrouve bien cet intérêt partagé entre l'agent et l'établissement. Potentiellement, on est sur une priorité au niveau du FQCPF également. Donc, ça peut être un fléchage au niveau du FQCPF, ce qui permettrait du coup à l'agent de partir en formation pendant le temps de travail, puisque du coup, là, au niveau du FQCPF, il finance les coûts pédagogiques, peu importe le nombre d'heures sur son CPF. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué volontairement parce que là, si c'est sur du FQCPF, ce sera financé à 100% pendant le temps de travail, ce qui permet aussi de sécuriser le départ en formation. L'autre possibilité, comme elle vous demande une formation hors temps de travail, du coup, il y a un intérêt potentiellement pour vous de faire une optimisation au niveau de votre plan de formation et de ne financer que le coût pédagogique sans financer la rémunération, puisque sur le CPF, on est bien sur un projet d'évolution professionnelle de l'agent, alors qui peut intéresser du coup l'établissement, mais on est bien sur un projet à l'initiative de l'agent et donc charge à l'agent potentiellement de se donner tous les moyens pour réaliser son projet d'évolution professionnelle. Et donc, on peut aller sur cette discussion sur le hors temps de travail. D'autant plus si c'est l'agent qui vous le propose. Après, on peut avoir une autre clé d'entrée qui est un financement également du coup sur le plan de formation,
mais pendant le temps de travail, on va également financer la rémunération, puisque du coup, là, il y a vraiment un intérêt partagé avec l'établissement, en anticipation éventuellement donc, du référent usager qui va partir à la retraite d'ici 2 ans, et un vrai intérêt d'investir du coup sur cette formation de l'agent, et donc d'aller sur une sécurisation, et ce sera d'autant plus bien vu, entre guillemets, par l'agent que vous lui proposez du temps de travail au lieu et place du coup de sa demande en dehors du temps de travail. Et là, on est vraiment du coup sur une valorisation de votre investissement financier au niveau de la formation. Ce qui ne veut pas dire que l'agent partira ne partira pas d'ici 2 ans. Il n'y a pas d'engagement de servir si c'est vous qui le financez potentiellement. Maintenant, vous pouvez, dans votre politique CPF, mettre un engagement minimum éventuellement. Là, pour le coup, vous avez carte blanche pour éventuellement organiser les modalités de déroulement, mais également sur l'après-formation. Pourquoi pas? On peut aller également sur ce type de politique CPF. Un troisième et dernier exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est une infirmière qui souhaite du coup développer ses compétences en sophrologie, alors qui est contractuelle. Elle vous fait une demande en disant que son projet d'évolution professionnelle, c'est de développer cette pratique auprès des patients et d'en faire un plus par rapport à ses autres collègues et les autres établissements qui ne le proposent pas. Elle dispose de 150 heures sur son CPF et souhaite que lui soient financées donc les 150 heures, les 154 heures restantes, puisque sa formation dure 304 heures. Là, typiquement, on est sur une question entre est-ce que vous faites passer le projet de soins quelque part de l'établissement en priorité ou est-ce que vous souhaitez davantage fidéliser l'agent? Alors l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, mais en tout cas, on est vraiment sur ce double enjeu-là. Est-ce que vous reconnaissez la sophrologie dans votre projet de soins ou pas? Est-ce que du coup, ça vous intéresse? Est-ce que l'intérêt, c'est plutôt de fidéliser cette personne, cette infirmière, au risque que l'infirmière, sinon demain, parte dans un autre établissement qui propose du coup de la sophrologie par ailleurs. Et donc, il y a peut-être un enjeu pour vous du coup de la fidéliser et donc d'accepter la formation, quitte à ne pas forcément le reconnaître dans votre projet de soins, puisque comme on est sur un projet d'évolution professionnelle à l'initiative de l'agent, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de reconnaître sa pratique qu'il aura éventuellement, sur laquelle il sera éventuellement formé à titre personnel, même si c'est vous qui l'a cofinancé. On est bien sur un projet d'évolution professionnelle de l'agent. Donc là, il y a en tout cas cet enjeu-là éventuellement à poser. On n'est pas sur une formation qui est éligible au FMEP, on n'est pas sur une agent qui serait prioritaire au FQCPF, puisqu'on est sur une agent de catégorie A. Alors après, pourquoi pas faire la demande au FQCPF, à voir si ça passe, puisque le titre, c'est un titre RNCP. Donc potentiellement, ça pourrait être éligible au CPF, à voir au niveau du niveau. Mais en tout cas, on ne peut pas faire une demande, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'est pas prioritaire au niveau des fonds mutualisés ou voire pas finançables. Et donc, du coup, ça va être potentiellement à vous, établissement, de prendre la décision, est-ce que vous souhaitez la financer ou pas sur votre plan de formation. Et concrètement, est-ce que vous financez uniquement les 150 heures qu'elle a acquises au titre de son activité qui sont inscrites sur son compteur CPF et ou est-ce que vous allez au-delà et vous financez éventuellement les 150 heures, les 154 heures, je vais y arriver, restantes sur votre plan de formation en guise d'abondement complémentaire. Et là, ça permet du coup de valoriser votre investissement financier en disant vous n'aviez droit potentiellement qu'à 150 heures parce que vous avez 150 heures sur votre CPF. Je fais un effort financier en plus et je rajoute 154 heures et je vous finance l'entièreté de la formation. Potentiellement, aujourd'hui, vous l'auriez peut-être déjà financé. On le verra dans l'exemple qui va arriver. Potentiellement, vous l'auriez déjà financé au titre du 2C, au titre du développement des compétences. En revanche, il aurait été accepté sans forcément qu'il y ait cette notion de valorisation de l'investissement. Et ça aurait été presque automatiquement accepté dans certains établissements. Le fait de mettre en place une politique CPF, le fait de dire on vous finance dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle comme celui-ci, on vous finance que les droits acquis, donc c'est-à-dire 154 heures, et en fonction de certaines priorités, certaines formations qui nous intéressent au niveau de l'établissement, on va ajouter des abondements. Et on va financer soit l'entièreté de la formation, soit on va rajouter 100 heures en plus, 200 heures, 300 heures, etc. Parce qu'on a un intérêt à agir dans ce type de projet d'évolution professionnelle. Et là, ça permet
sans changer votre enveloppe financière, sans changer votre budget plan de formation, parce que potentiellement, potentiellement ça aurait été déjà financé dans le cadre de votre projet, dans votre plan de formation sur le 2C, sur le développement des compétences, sans rien changer en termes d'enveloppe, on va décaler le sujet sur le projet d'évolution professionnelle et en plus, on va valoriser votre investissement financier, là où jusqu'à présent, ce n'était pas forcément valorisé, du fait que vous ayez rajouté 154 heures de formation pour cet agent. Et donc là, on va travailler potentiellement sur la fidélisation de l'agent en se disant, OK, j'avais droit à 450 heures, l'établissement me rajoute 154 heures en plus. Donc, effectivement, il y a un vrai effort de l'établissement. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas forcément tracé. Ce n'est pas forcément valorisé parce qu'il y a des formations qui sont financées presque automatiquement. Le CPF permet justement d'arriver sur ce type de valorisation justement de l'investissement financier. C'est le cas, par exemple, pour ce premier exemple, on va vous proposer 4 exemples d'établissements. Établissement médico-social de 150 personnes, on aura plusieurs établissements avec des tailles différentes. Ils ont en fait priorisé l'utilisation du CPF, bien évidemment, à des actions de formation qui permettent la réalisation et la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle. Donc ça, c'est le cadre réglementaire qui le précise. Et ils ont repris en fait les 4 priorités réglementairement définies pour la fonction publique hospitalière. Et vous voyez que notamment les sujets en bleu sont très connectés, les autres également, mais les sujets en bleu sont très connectés aux enjeux RH potentiellement de vos établissements. Et on est bien sur des projets d'évolution professionnelle, comme par exemple la 4e priorité, qui est une préparation concours-examen. Préparation concours-examen, on est typiquement dans un projet d'évolution professionnelle. Ils ont rajouté une priorité par agent. Priorité est donnée aux agents de catégorie C ou des agents en situation d'inaptitude. De la même manière, ils ont repris l'esprit en fait de la loi, l'esprit du CPF et des priorités réglementairement définies. On est bien sur des priorités aux agents de catégorie C et aux agents en prévention de la situation d'inaptitude. Mais là, c'est une politique établissement qui a souhaité mettre l'accent en termes de priorité. S'ils avaient 10 dossiers CPF qui étaient demandés cette année, comment, du coup, ils pondéraient les demandes et les acceptations des projets formation. À ce stade, pour la première année, et même pour les 3 premières années de déploiement, ils ont fait le choix de ne pas mettre d'enveloppe spécifiquement dédiée au CPF et ce sera examiné lors de la commission formation chaque année. Au même titre que le plan de formation, il y aura une partie CPF, des demandes spécifiquement liées au CPF et seront pris en charge en fonction de l'enveloppe globale restante, certains dossiers si elles topent sur les 4 priorités et les priorités par agent. Et du coup, après ces 3 premières années de déploiement, il y aura un bilan qui sera fait avec les représentants du personnel pour voir concrètement comment le CPF s'est mis en place dans l'établissement. Et là, c'est ce que je vous disais, le parti pris de l'établissement, c'est de se dire, on arrête de financer des formations qui ne sont pas du tout connectées avec des projets professionnels des agents. On arrête de financer des formations de développement des compétences qui ne relèvent pas en fait ni du projet institutionnel, ni d'une obligation réglementaire, ni de l'adaptation au métier ou à l'évolution des fonctions. Donc, tout ce qui va avoir attrait finalement aux obligations de l'établissement, que ce soit réglementaire, etc., l'adaptation au métier, au poste, etc., ou que ce soit au projet institutionnel de l'établissement, ça, ce sera financé. Mais tout ce qui va être à côté du développement des compétences, ce qui était jusqu'à présent potentiellement automatiquement financé, là, on va demander la mobilisation obligatoire du CPF de l'agent. Alors, charge à l'agent d'accepter ou pas, encore une fois, et d'inscrire du coup ce projet de formation dans un projet d'évolution professionnelle. Et donc, du coup, ça permet de mobiliser les droits CPF des agents. Potentiellement, puisqu'on utilise leurs droits et qu'ils sont OK, et qu'ils valident le fait qu'ils mobilisent leurs droits, alors leur compteur sera décrémenté. Alors après, une fois qu'il va baisser, il va se régénérer, se réalimenter par l'activité. Mais en tout cas, du fait qu'on va utiliser leurs droits, potentiellement, on va s'assurer d'une assiduité plus importante durant la formation. Puisqu'on touche à leurs droits personnels, ils sont OK pour mobiliser leurs droits personnels et potentiellement, ils vont davantage s'engager en formation et potentiellement être beaucoup plus assidus. Et donc, du coup, ils vont réfléchir à 2 fois et ils vont vraiment réfléchir leur formation en fonction de leurs aspirations, leurs projets d'évolution professionnelle et ils vont avoir vraiment cette réflexion
dans le cadre de leur trajectoire professionnelle. Et donc, l'établissement, c'est son parti pris, a dit le 2C, très bien, j'arrête plus ou moins et je mets en place cette notion d'évolution professionnelle. Et ça permet de valoriser aussi mon investissement en formation, notamment pour des formations longues, telles que les DU, par exemple. Par exemple, un DU de 400 heures. Si l'agent n'a que 150 heures sur son CPF, ça permet à l'établissement de dire, alors que jusqu'à présent, il finançait les 400 heures presque automatiquement sur son 2C, mais à enveloppe constante, ça permet du coup à l'établissement de dire vous n'aviez droit qu'à 150 heures, mais parce que tel ou tel motif RH, vous avez fait une année exceptionnelle, parce que on va développer tel ou tel service dans 5 ans, parce que, etc. Peu importe le motif RH derrière, on va rajouter 250 heures qui vous manquent pour vous financer l'entièreté de la formation. Et là, vous voyez que là, on arrive vraiment sur cette valorisation de l'investissement formation de l'établissement. C'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on touche vraiment à la politique RH du coup de l'établissement. Le deuxième exemple, toujours dans la fonction publique hospitalière, là on est sur un centre hospitalier un peu plus important, 2100 personnels, plusieurs sites également. Vous voyez qu'en termes de départ, on est quand même sur des départs assez importants, du coup, avec des agents des fois formés plusieurs fois dans l'année. Et donc, eux ont fait ce travail de définition du projet d'évolution professionnelle. Alors, je vous l'ai mis en italique et entre guillemets. Donc, pour eux, le projet d'évolution professionnelle, c'est tout projet de certification, de qualification, de réorientation et de changement professionnel en lien avec une activité rémunérée ou un métier à l'initiative de l'agent et dont les modalités objectifs sont définies. Voilà, donc là, ils ont posé les mots. Alors, ça a fait l'objet d'un travail avec le représentant du personnel pour travailler justement de manière informelle autour d'un groupe de travail sur cette notion de projet d'évolution professionnelle, que tout le monde soit d'accord. Ça permet aussi d'embarquer les représentants du personnel sur un temps de travail qui est en général assez convivial et en général, ça se passe très bien, les enjeux de formation. Et donc, ça permet de nourrir ce dialogue social dans l'établissement et de travailler sur la notion de projet d'évolution professionnelle. Et derrière, ils ont du coup analysé le contenu de leur action de formation, de leur plan de formation, en se disant quelles étaient les actions qu'on finançait aujourd'hui sur le 2C, notamment sur le développement des compétences, quelles étaient les différentes enveloppes et quels étaient en face nos enjeux, nos priorités RH. Et comment, du coup, on faisait coïncider l'un et l'autre et comment le CPF se logeait au milieu entre justement ce qui était financé aujourd'hui, ce qui était, du coup, ce qui sont les priorités enjeux RH et on rajoute du coup cette notion de projet d'évolution professionnelle de l'agent et comment on intègre le CPF au milieu de ces trois composantes. Et donc, ils ont défini des priorités de mobilisation. Alors, on retrouve plus ou moins les mêmes, la prévention de l'inaptitude, les formations, notamment pour les publics les moins qualifiés, donc inférieurs au niveau 3, qui est le BEP-CAP, les formations de type savoir de base, compétences clés, le socle de connaissances et de compétences, mais aussi, on le voit en bleu foncé, par exemple des projets de reconversion professionnelle qui n'ont pas été possibles dans le cadre d'un CFP, ou pour lequel il y aurait eu un refus de l'ANFH au niveau du financement du CFP. Et là, on vient bien en complément de ce qui existe, et ça permet d'avoir une source financière en plus pour l'agent, de se dire, très bien, mon CFP, mon congé de formation professionnelle, il a été refusé sur l'ANFH, ou alors les conditions ne me permettent pas en fait, de déposer un dossier auprès de la NFH au titre du CFP, donc du congé de formation professionnelle. Et donc, du coup, pour ces projets-là, le CPF est prioritaire dans l'établissement et c'est la troisième prioritaire, par exemple. Ils ont aussi défini des exclusions au niveau du CPF, puisqu'encore une fois, vous avez carte blanche pour définir votre politique CPF, et ils ont souhaité exclure, par exemple, les doctorats, les masters, toutes les formations qui ne vont pas répondre à des pratiques conventionnelles et à visée thérapeutique dans l'établissement, ou tout ce qui va être également les thématiques de développement personnel ou de développement comportemental. C'est des formations qui ne seraient pas du coup financées au titre de l'enveloppe CPF. Et pour définir une enveloppe, ils ont pris en fait 2% de leurs 83% devant leur plan de formation. Ils ont consacré une enveloppe de 2% de leurs 83% pour se dire, très bien, on va circonscrire une enveloppe. Pour la première année de lancement, on verra les années suivantes en fonction des dossiers que l'on a la première année, s'il faut éventuellement la faire évoluer. Mais en tout cas, on lance le projet en définissant le projet d'évolution professionnelle
les priorités. Alors après, qui dit priorité ne veut pas dire exclusivité. S'il y a des priorités, il n'y a qu'un seul dossier. Est-ce que l'agent va financer, est-ce que l'établissement souhaite le financer, même si ça ne fait pas partie des priorités? Ça, c'est à définir. Et par contre, on va définir des exclusions. Et de la même manière, ils ont défini du coup donc l'enveloppe qui permet de financer les frais pédagogiques, les coûts d'enseignement, dans la limite des droits acquis. C'est-à-dire que si l'agent n'a que 150 heures sur son compteur CPF, il ne sera financé que 150 heures de formation. 1 heure CPF égale 1 heure de formation, avec une priorité sur le temps de travail et le temps de service, dans le respect bien évidemment des nécessités de service. Et si éventuellement la formation va au-delà du compteur CPF de leurs droits acquis, potentiellement l'établissement peut éventuellement ajouter des heures à la discrétion de l'établissement si le projet l'intéresse pour telle ou telle raison, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc voilà un deuxième exemple d'établissement un peu plus important, parce que c'est un centre hospitalier de 2000 personnes. Mais voilà, c'est une autre manière d'aborder le CPF. Un troisième exemple, alors là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est que les établissements se sont réunis à plusieurs à l'échelle du GHT, en se disant que la formation potentiellement pouvait être un sujet GHT et pouvait être un levier d'harmonisation de pratiques et d'échange de pratiques entre les différents services RH et formations. Et donc, la direction commune, la direction du GHT a souhaité du coup impulser cette volonté du coup d'harmoniser une politique CPF à l'échelle du GHT. Alors, au niveau des priorités, ils ont repris les priorités eux aussi telles que définies réglementairement dans la fonction publique, les 4 priorités des textes, sans ajouter d'autres priorités, en se disant on laisse voir venir ce qui arrive des agents en termes de projets d'évolution professionnelle. Par contre, parmi ces priorités réglementairement définies, seront priorisées les formations qui entrent dans un projet de service ou d'établissement à l'échelle du GHT. Donc, potentiellement, un agent peut se voir financer un projet d'évolution professionnelle par l'établissement dans lequel il est aujourd'hui, mais pour un projet qui ne répond pas à un projet de son établissement, mais d'un autre établissement à l'échelle du GHT. Donc, c'est en ça que, du coup, que ce projet, cette approche est intéressante. Deuxième intérêt de cette approche, c'est qu'en fait, ils ont monétisé le CPF quelque part. Ils se sont dit que dans le privé, 1 heure CPF avait été convertie à hauteur de 15 euros. Dans le public, on sait qu'en général, ce qui se passe dans le privé arrive 5, 10 ans, en tout cas quelques années après. Et donc, ils se sont dit, on va faire exactement comme dans le privé. On va quelque part monétiser le CPF. Donc, dans les compteurs, on est toujours sur des compteurs en heures. Ça, c'est géré par la Caisse des dépôts, donc ça ne change pas. Mais dans leur politique en interne, ils ont dit aux agents, ils ont donné l'information comme quoi que votre compteur CPF, votre solde d'heures est monétisé. Et donc, ça vous donne un budget formation en termes de coût pédagogique. Ça vous donne un crédit d'heure. Donc, à hauteur de 1 heure CPF, qui est inscrite sur votre CPF, sur votre compteur, est égal à 15 euros. Et charge à vous, en tant qu'agent, de définir, du coup, votre formation qui rentrerait dans ce crédit d'heure, dans ce budget qui va vous être alloué au regard de votre projet d'évolution professionnelle. Alors, 15 euros x 150 heures, on est sur des projets à 2250 euros. On n'est pas sur des gros projets de formation. En revanche, du coup, en cas de droit insuffisant pour couvrir l'entièreté du coût de la formation, l'établissement a décidé que l'agent réglerait lui-même potentiellement le reste à charge. Voilà, ça c'est une politique d'établissement à l'échelle du GHT, mais c'est possible d'aller sur ce type de politique d'établissement éventuellement. Un quatrième et dernier exemple, ça me permet de vous dire que le support vous sera envoyé, bien évidemment, et vous pourrez du coup reprendre ces différents exemples ensuite pour vous en inspirer si vous le souhaitez. Un quatrième exemple, donc un établissement médico-social de 250 personnes réunies sur plusieurs sites. De la même manière, a mis en place en fait un groupe de travail informel avec le représentant du personnel. Et ce que l'établissement a souhaité, c'est instaurer le CPF de manière expérimentale durant sa première année de déploiement et de l'assumer comme tel, en disant on va définir une enveloppe qui est donc de 20 000 euros
eux, ils ont mis 10% du plan de formation global parce qu'ils ont beaucoup de formations individuelles. Et donc, comme ils financent beaucoup de formations individuelles, ils se sont dit, plutôt que financer des formations individuelles, ils financent même d'ailleurs des permis de conduire à hauteur de 500 € par permis par agent. Plutôt que de financer plein de formations individuelles, on va justement accompagner cette notion d'évolution professionnelle, de projet d'évolution professionnelle. Et le CPF va nous y aider. Et donc, du coup, ils ont souhaité le mettre de manière expérimentale et mettre une enveloppe un peu plus conséquente que les autres en face. Et ils définissent du coup un projet d'évolution professionnelle comme toute action de formation à l'initiative de l'agent, de l'établissement bien évidemment, accompagnant la construction de son parcours professionnel et poursuivant certains objectifs qui sont donc la mobilité, la reconversion, un changement éventuellement, une évolution de métier, de grade et de secteur, ou tout projet permettant de prévenir ou de solutionner une situation d'inaptitude professionnelle, le cas échéant. Vous voyez que dans cette définition, ils n'ont pas fait d'exclusion. En revanche, de par en fait, ces objectifs bien précis, ça délimite un peu le périmètre et ça élimine certains projets d'évolution professionnelle de fait. Ils ont également mis des priorités, notamment tout ce qui va être inaptitude, mais aussi les projets de formation qui permettent de préparer des métiers aux métiers qui sont identifiés comme prioritaires par l'établissement parce qu'ils sont des métiers en tension et parce qu'ils ont mis en place leur GPMC en parallèle, qui a permis justement d'identifier les métiers et les compétences qui étaient en tension dans l'établissement. Et donc, à travers cette politique, ils essayent de prioriser en priorité numéro 2 la mobilisation du CPF pour les agents, pour ces métiers justement qui sont en tension, mais également, et vous le voyez, donc là on est sur des volets plutôt RH, mais également du coup des projets qui éventuellement auraient été refusés sur le congé de formation professionnelle, le CFP, par la NFH, ou éventuellement des formations diplômantes qualifiantes et certifiantes qui n'auraient pas été acceptées ou qui ne seraient pas financées par la NFH sur les autres fonds qui sont le FMEP et le FQCPF. Puisqu'il y a des priorités pour accéder au FQCPF, notamment priorité aux agents de catégorie C, aux reports, etc. Et donc, du coup, potentiellement, il peut y avoir des refus pour certains agents ou certains objectifs de formation, certaines formations. Et donc, l'établissement a dit, très bien, on va faire une priorité, on va essayer de mobiliser les fonds mutualisés. Et s'il y a un refus, du coup, on bascule sur le CPF et là, on est bien en complémentarité de ce qui est fait au niveau des fonds mutualisés et de ce qui est fait par ailleurs. Avec une priorité quand même des agents de catégorie C, on retrouve toujours cette priorité des agents de catégorie C ou en situation d'inaptitude. Donc, une enveloppe de 20 000 €, comme j'en parlais, comme je disais tout à l'heure, qui équivaut à 10% du plan de formation global. Sont pris en charge les coûts pédagogiques, les frais d'enseignement et les frais annexes si la formation est sur le territoire de la région, si la formation est inexistante dans la région, si la formation est existante dans la région et que l'agent demande la même formation en dehors de la région, là les frais annexes ne sont pas financés. Et de la même manière, l'établissement se réserve le droit de compléter au cas par cas des projets de formation pour lesquels le compteur tel qu'inscrit au niveau du CPF ne permettrait pas en fait, de couvrir l'entièreté de la durée de la formation. On le sait, c'est 150 heures ou 400 heures de plafond CPF. Souvent, on est sur des formations qui durent bien plus, notamment sur de la reconversion ou sur des formations métiers qui sont reconnues au niveau des répertoires. Et donc là, du coup, l'établissement se réserve éventuellement le droit de compléter ces compteurs. On vous a fourni également un autre exemple, notamment dans la fonction publique d'État. Je vous laisserai regarder plus en détail dans le support, parce que je vois le temps défiler à vitesse grand V. Dans la fonction publique d'État, ce qui est intéressant, c'est que chaque ministère devait prendre un arrêté pour décider de sa propre politique CPF. Et donc, il y a des choses à aller regarder. Vous avez un certain nombre d'arrêtés, une liste d'arrêtés qui existe, puisque chaque ministère a défini son arrêté depuis 2-3 ans. Et donc, vous avez certains exemples. Donc là, on vous a mis l'exemple du ministère de l'Éducation nationale qui sont plutôt une entrée par plafond. C'est-à-dire que peu importe le projet d'évolution professionnelle, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de typologie de projets qui sont définis. À partir du moment où c'est une action de formation qui permet la réalisation du projet d'évolution professionnelle, le ministère va le financer. Et par contre, ils ont mis un plafond, c'est-à-dire à hauteur de 25 € TTC par hors taxe. TTC, la subtilité est importante. TTC par heure de formation inscrite au compteur de l'agent, dans un plafond de 1 500 € par projet, par agent et par année scolaire.
Donc, eux, ils sont plutôt sur une logique de plafond. Et vous voyez qu'il y a un plafond distinct pour certains agents. Notamment, on retrouve les agents de catégorie C et tout ce qui va permettre de prévenir la situation d'inaptitude. Les frais de déplacement peuvent éventuellement être inclus et il y a une obligation d'assiduité d'au moins de 90%. Et si éventuellement l'agent, sans motif valable, a participé à moins de 90% du temps de formation, il est tenu de rembourser les frais de formation éventuellement engagés par l'administration. Ça, c'est une règle également qui se développe et qui se met en place dans le CPF. On l'a vu dans certains centres hospitaliers. Ils ont rajouté cette règle de 90%. Certains vont même au-delà, à partir du moment où le motif, bien évidemment, n'est pas valable. Si c'est un arrêt maladie, si c'est un décès, etc., bien évidemment, c'est un motif valable. Mais si c'est de l'absentéisme qui n'est pas justifié, à partir du moment où on descend en dessous de 90% d'assiduité, là, l'agent est tenu de rembourser les frais éventuellement de sa formation. Voilà pour les exemples au niveau des agents, mais aussi des politiques CPF, telles que ça a été défini donc, dans certains établissements de la FPH, mais aussi la fonction publique d'État. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres arrêtés des autres ministères. Ça peut être une source d'inspiration parce que du coup, c'est public et ça permet justement de voir un petit peu, de donner peut-être des idées à certains d'entre vous si vous souhaitez mettre en place une politique CPF. Et pour vous accompagner, n'hésitez pas à aller sur le site de la NFH. Vous avez un certain nombre d'informations, que ce soit des informations liées à la communication, à l'instruction de la demande, mais aussi à la gestion administrative ou au suivi de la formation au sein de vos établissements. Et vous avez des fiches outils, des modèles, par exemple, de courrier, d'accord, de refus, des modèles éventuellement pour de décisions également, pour fixer des plafonds, par exemple, de prise en charge du CPF. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition sur le site de la NFH. Il suffira, dans la présentation qui vous sera envoyée, dans le support qui vous sera envoyé, de cliquer en bas à droite sur la foire aux questions, que je vous conseille aussi parce qu'elle détaille un certain nombre de cas pratiques, notamment sur tout ce qui est dispo, tout ce qui est mobilisation du CPF pendant des arrêts de travail, etc. Tout ça, c'est dans la foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et donc, les outils, c'est sur le deuxième lien, le deuxième encadré en bas à droite de la slide. N'hésitez pas, vous pourrez cliquer directement dessus et vous serez renvoyé vers le site Internet. Pour vous accompagner, avant-dernière information, pour vous accompagner, donc on met en place des ateliers. De la même manière, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Les ateliers, donc ça commence le 23 juin, le deuxième, il est le 6 juillet, et le troisième, il est le 8 juillet. Donc, ce sont des ateliers d'1h30 sur un format plus ouvert, parce que du coup, on aura tous nos caméras et on pourra tous parler. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur vos différentes pratiques. Et donc, c'est vous qui allez faire en fait l'atelier. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement pour vous y inscrire. Il reste encore des places, donc n'hésitez vraiment pas. Ça va durer 1h30 et c'est vous qui faites l'atelier. Donc, avant l'atelier, il faudra que du coup, vous m'envoyez vos questions, vos souhaits éventuellement de sujets. Je vous enverrai un mail pour vous solliciter sur ce sujet. Et c'est vous qui allez, à travers justement vos exemples et vos questionnements, aller faire l'atelier et construire l'atelier ensemble, pour lequel du coup, il y a un plafond du coup, de 25% maximum. Dernier élément avant de répondre à vos questions, je vois qu'il y a des questions. Dernier élément qui est d'actualité, c'est le DIF, le report des droits DIF. Aujourd'hui, on a une communication dans la fonction, dans le secteur privé qui est très importante pour rapatrier les droits DIF. Cette communication ne concerne que le DIF du secteur privé. Donc, pour la fonction publique, les droits DIF de vos agents qui étaient présents chez vous au 31 décembre 2016 ont été rapatriés normalement par vous en tant qu'employeur public. Donc, la démarche est déjà faite. Donc, il n'y a absolument rien à faire par l'agent, ni à intégrer les droits DIF qu'il aurait éventuellement acquis, ni à éventuellement convertir en euros. Il n'y a pas besoin de faire cette conversion-là. Les droits ne sont pas perdus. Donc ça, c'est vrai que la communication dans le secteur privé, avec la date butoir du 30 juin, il faut absolument rentrer ses heures diff, etc. sur la plateforme, sinon ils vont être perdus. Ça, c'est uniquement pour les salariés du secteur privé. Dans la fonction publique, on vous confirme bien qu'il n'y a absolument rien à faire. Les heures diff étaient intégrées normalement par les employeurs, c'était aux employeurs de le faire en 2018.
Maintenant, si vous allez dans votre compteur CPF, ils ont été transformés en droit CPF. Ils vivent leur vie en tant qu'heure CPF et droit CPF. Donc, du coup, ils concourent aussi à l'acquisition du plafond. Et donc, potentiellement, vous êtes déjà au plafond si vous aviez 120 heures d'IF, vous ne les avez jamais utilisés. Ils ont été réintégrés par l'employeur. Et depuis, vous ne les avez pas utilisés. Ben, le CPF a pris le relais et vous êtes déjà au plafond de 150 heures. D'où l'intérêt peut-être de les mobiliser. Puis une fois qu'on est au plafond, ça tombe dans le vide et c'est autant de droits finalement qu'on perd parce qu'on est déjà au plafond. Et donc, vraiment, il n'y a absolument rien à faire. Je sais que ça suscite beaucoup de questions et d'incompréhension, ce qui est bien normal. Mais vous, en tant qu'employeur, et également l'agent, n'a absolument rien à faire. Ça ne concerne que les salariés qui étaient dans le secteur privé au 31 décembre 2014. Alors, ça peut concerner dans vos agents éventuellement, parmi vos agents, des agents qui étaient dans le secteur privé au 31 décembre 2014. Là, ça peut les concerner. Mais ce sont uniquement eux. Pour tous les autres agents publics, il n'y a absolument rien à faire, ni pour vous, ni par vous, ni par l'agent lui-même directement. Voilà, c'est un sujet sur lequel on voulait revenir parce que ça, voilà, ça suscite quand même un certain nombre de questions parmi vous et c'est bien normal puisque on a une communication qui est quand même très importante au niveau du secteur privé sur ce sujet. Alors, on va vous redonner du coup la parole et on va vous proposer du coup de répondre à vos questions. Et donc, pour ce faire, Madame Delgrange et Madame Richer vont nous rejoindre pour du coup que l'on puisse échanger et répondre à vos questions directement. Sur les questions, il y avait eu une question au tout début du webinaire qui portait sur un agent en reconversion professionnelle lorsqu'il n'y a pas de poste dans l'établissement. Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'agent? Alors du coup, j'avais demandé un peu des compléments d'information pour pouvoir répondre de manière plus précise. Et je vois que la réponse vient d'être faite. Donc, quand un agent a un projet de reconversion professionnelle qui a été financé sur le CFP, donc, différent du CPF, dans ces cas-là, l'engagement de servir est à analyser avec parcimonie et donc là, vous pouvez envisager avec l'agent une mutation ou éventuellement une recherche dans le secteur privé éventuellement, si vous pensez que vous n'avez pas de poste à lui proposer à l'issue de son CFP. Mais du coup, c'était une question un peu à part du CPF. Je n'ai pas vu d'autres questions ni dans le chat, ni dans les questions-réponses. Mais n'hésitez pas à les poser si vous en avez d'autres. Il y a d'autres questions, mais là, je ne les vois plus. Je les voyais quand j'étais… Moi, je ne les voyais pas du tout. Donc, Mais là, je n'ai plus accès aux questions non plus. D'accord. Alors, Vincent, vous avez peut-être Oui, c'est le changement du coup. On ne va pas pouvoir vous aider du coup pour essayer de recentrer les questions. Vous avez basculé sur… C'est les aléas du direct. Alors, il y avait une question, quand on a utilisé toutes les heures ou partiellement du CPF, est-ce qu'il se réalimente? Alors oui, on a donc le plafond. Une fois qu'on est au plafond, donc soit de 150, soit de 400 heures, le compteur il est bloqué. Donc tant qu'on ne décrémente pas finalement, du coup, c'est autant d'heures finalement qui tournent dans le vide puisque le compteur est déjà au plafond. On ne peut pas aller au-delà en anticipation. On est au plafond. Et donc, il faut le décrémenter, utiliser ces heures CPF pour qu'il puisse se baisser et qu'il puisse justement du coup se régénérer à nouveau. De la même manière, on ne peut pas faire du négatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mobiliser plus de 150 heures. Si vous souhaitez éventuellement mobiliser par exemple 300 heures en se disant vous allez être dans la fonction publique dans les 10 prochaines années, ce n'est pas possible. On ne peut utiliser que 150 heures. On ne peut pas faire du négatif dans le compteur en anticipation. En revanche, si la NFH par exemple finance votre projet sur les fonds mutualisés, eux, il y a ce qu'on appelle donc les abondements. On va venir compléter les 150 heures en plus de vos heures que vous allez éventuellement acquises. Alors, si la demande de CPF est prise en charge sur le budget du plan de formation de l'établissement et pas par l'ANFH, peut-on positionner l'agent en CFP, donc une indemnité mensuelle forfaitaire et plus une rémunération? Bonne question.
Ce sont deux dispositifs différents. C'est deux dispositifs différents, mais c'est la demande des CPF. On ne va pas aller sur du CFP, du coup, s'il mobilise son CPF. On ne peut pas mobiliser le CPF sur le congé de formation professionnelle. C'est ça. Il n'y a pas d'ingénierie financière derrière, voilà, en termes de vocation, éventuellement sur l'esprit derrière, peut-être c'est peut-être une ingénierie financière, d'optimisation financière peut-être, mais effectivement, on est sur deux dispositifs bien différents, avec des fonds du coup différents, des enveloppes différentes, et du coup des conditions aussi derrière de mobilisation et de suivi. On parlait aussi de l'engagement de servir sur le FMEP par exemple. Voilà, à chaque fois qu'on va aller sur des fonds différents, on va avoir des conditions du coup à la fois de mobilisation, mais également de suivi derrière qui vont être différentes. Pour mobiliser les heures CPF, il faut que la formation soit obligatoirement inscrite au RNCP, ou cela est-il uniquement dans le cadre de la présentation au FQCPF? Alors effectivement, vous répondez à la question, donc c'est plutôt le deuxième cas. Pour mobiliser le CPF, en fait, le principe il est le suivant, c'est que c'est à l'initiative de l'agent pour une action de formation qui permet la mise en œuvre ou la réalisation du projet d'évolution professionnelle. Ça, c'est le principe fondateur du CPF. Et après, il faut dissocier donc le CPF dispositif du véhicule financier sur lequel on va l'adosser. Donc, si on veut que le CPF et que le dossier soit financé au FMEP, il faut que ça remplisse les conditions du FMEP et des études promo avec les arrêtés qui existent. Et donc, vous avez une liste de formations qui sont éligibles au FMEP avec l'engagement de servir derrière, etc. De la même manière, pour répondre très directement à votre question, si vous le topez votre CPF au FQCPF, de la même manière, le FQCPF, il faut que ce soit une formation du coup qui est effectivement reconnue au RNCP avec un niveau inférieur ou égal au niveau 3, donc Bac plus 3. Et si c'est le plan de formation, là, vous pouvez financer ce que vous souhaitez. Et ce n'est pas forcément une formation inscrite au RNCP. Vous avez toute latitude de définir ce que vous souhaitez financer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment définir le principe du CPF en tant que dispositif et du coup, l'enveloppe financière qui va en face. Et les conditions de mobilisation qui ont été définies, soit par la NFH quand c'est des fonds mutualisés, soit à vous. Et là, vous avez votre page blanche à écrire justement pour définir ce que vous souhaitez financer ou à l'inverse, ce que vous ne souhaitez pas financer. Comme par exemple sur le FQCPF, les DU ne sont pas financés, c'est la NFH qui en a fait une priorité régionale. Les DU ne sont pas, et nationales d'ailleurs, les DU ne sont pas financés. Vous pouvez très bien dire, comme ils ne sont pas financés par ailleurs, je vais essayer de les financer sur le plan de formation en mobilisation du CPF. Et là, on est en complémentarité de ce qui existe ailleurs pour pas qu'il y ait de concurrence quelque part entre les différents fonds et de maximiser du coup les chances de financement des projets de vos agents. Alors, y a-t-il des dates, alors du coup c'est plutôt à vous, mesdames, y a-t-il des dates à respecter pour l'envoi d'une demande de financement sur le FQCPF? Oui. Oui. On a 2 fenêtres de dépôt des dossiers. En fait, on analyse les demandes de financement sur le FQCPF et sur le FMEP dans le cadre d'une commission unique. Ce qui fait qu'on a 2 commissions par an qui collent à peu près à la date de rentrée sur les principales formations diplômantes, à savoir septembre et janvier. Donc, on a 2 commissions. Une commission qui se réunit fin juin, début juillet pour tous les départs en formation qui débutent en septembre. Et une seconde commission qui se réunit début décembre pour tous les départs en formation qui vont débuter à partir du mois de janvier, sur le premier semestre de l'année N+1. Donc, la date limite de dépôt des dossiers, on est toujours date limite de dépôt début juin pour la commission de juillet et début novembre pour la commission de décembre. On est toujours à peu près sur le même calendrier annuel. Ok, alors après, c'était plus une observation qui était écrite. Bien souvent, les agents souhaitent utiliser leurs heures CPF pour suivre une formation qui n'est pas en lien avec les besoins de l'établissement. Et c'est effectivement là la difficulté, car ils ne comprennent pas que cela leur soit refusé.
car ils pensent que cela est un droit, c'est leur droit, puisqu'on parle de droit CPF et de compte personnel. C'est effectivement une des difficultés du dispositif. On est sur un compte personnel. C'est le compte personnel parce que seul l'agent y a accès. Seul l'agent, c'est à lui d'aller accéder, de voir en fait son solde d'heures CPF, éventuellement de faire des alertes si c'est mal alimenté, ou s'il y a des erreurs d'alimentation, et on est bien sur son projet d'évolution professionnelle. C'est vrai qu'on parle de compte personnel. En revanche, les droits sont bien des droits d'initiative personnelle. Ils ne sont pas opposables à l'employeur. Et dans la fonction publique, réglementairement en tout cas, le dispositif a été mis en place comme ça, c'est que c'est à vous, du coup, de donner votre avis si ça vous intéresse ou pas, et donc de potentiellement définir votre politique CPF. Alors après, il y a certains établissements qui, effectivement, vont sur des projets individuels, peu importe les motivations derrière, hein, ça peut être des ouvertures de services, mais aussi des fermetures de services. Il peut y avoir un intérêt aussi que l'agent réalise ses projets d'évolution professionnelle en dehors de l'établissement, pourquoi pas. Mais en tout cas, certains, effectivement, du coup, ont débloqué une enveloppe individuelle pour ces projets vraiment à l'initiative des agents. Et c'est vrai que ce n'est pas un droit opposable. Et c'est vrai que la sémantique de compte personnel n'est pas forcément, facilement appropriable par tout à chacun. On est bien sur un compte personnel parce que c'est rattaché à la personne. C'est son numéro de sécurité sociale, donc c'est son compte personnel. En revanche, on est quand même sur une mobilisation d'initiative personnelle qui n'est pas opposable à l'employeur. Il y a 2 autres questions qui sont arrivées, je les vois. Alors, à qui doit-on envoyer le dossier CPF, ANFH, et c'est l'agent qui doit l'envoyer ou l'établissement? Le dossier CPF, c'est une demande que l'agent doit formuler à son employeur. Donc, la demande de CPF doit être faite à l'agent auprès de son employeur. Et ensuite, c'est l'employeur qui, selon sa politique CPF en interne, va déterminer le mécanisme financier, à savoir soit le financement de cette demande ou l'instruction de cette demande à travers le plan de formation ou le dépôt de cette demande sur les fonds mutualisés à NFH. Donc, ce sera l'employeur qui devra déposer la demande de financement sur le FQ CPF ou sur le FMEP. Donc, il y a 2 niveaux de réponse en fait sur cette question-là. L'agent doit faire sa demande sa demande de mobilisation de son CPF auprès de son employeur, et c'est l'employeur qui étudiera le meilleur financement envisageable par rapport au projet. D'où l'intérêt de faire votre politique CPF. Oui, exactement. Et on peut rajouter aussi, dès lors que l'employeur nous adresse le dossier de formation, il faut bien évidemment qu'il nous adresse aussi le formulaire d'attestation qui vient attester la mobilisation du CPF, en ayant au préalable informé la personne sur la mobilisation de son CPF lors de l'expression de la demande. Alors, il y a une dernière question sur un agent qui souhaite faire une formation d'anglais, 150 heures. Ça n'intéresse pas l'établissement. Est-ce que c'est l'agent qui va devoir s'y financer? Je vous renvoie la question. Quelle est votre politique CPF en interne? C'est ça. Voilà, c'est effectivement le... Pour vous éviter d'avoir à répondre, à vous poser cette question-là, il faut que vous ayez un temps au niveau des RH en interne, avec votre responsable RH, votre DRH, le responsable formation et le CTE, comme l'avait dit Vincent Cibois, à faire un groupe de travail et réfléchir sur les priorités que vous voulez donner au CPF par rapport à votre politique RH au niveau de l'établissement. Et ça va permettre vraiment de définir votre doctrine, en fait, quelque part, et de pouvoir être à l'aise pour répondre à des agents en disant notre doctrine, c'est ça, on finance ça, on ne finance pas ça, votre demande, elle est à côté, et donc on ne financera pas telle ou telle demande CPF. Bon, écoutez, on est dans les temps, on a dépassé un tout petit peu de 5 minutes par rapport à ce qu'on avait prévu. A priori, il n'y a plus de questions. Je ne crois pas, non.
A priori, non. Donc, moi, je vous remercie de votre présence pour ce webinaire et à l'NFH également d'avoir organisé du coup ce cycle de webinaires. Et puis, j'invite les participants à s'inscrire hein, sur du coup les ateliers qu'on met en place. Je vous les redonne ici en attendant de clore ce webinaire. En tout cas, merci à vous, Vincent Cibois, pour la qualité de votre présentation, pour les retours d'expérience que vous avez pu nous faire des établissements par rapport à l'écriture de leur politique CPF. J'espère que ça a pu éclairer l'ensemble des participants. Et on espère vous retrouver bientôt au niveau des ateliers techniques qu'on organise prochainement sur le CPF. Bien. Bonne fin d'après-midi à tous et merci de votre présence et puis de votre participation future aux ateliers pratiques. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Au revoir, à bientôt.